praticien, donc j'aimerais vraiment qu'il partage avec nous cette technique thérapeutique vibratoire, d'accord? Et enfin, pour présenter notre invité de ce soir, vraiment, j'ai pas trouvé mieux que de vous lire un petit passage de son dernier livre qui est l'alchimiste raconte. Pourquoi j'ai tenu à vous lire ce petit passage, parce qu'il décrit vraiment ce qu'est vraiment Patrick Burinshtenas. Parce que pour nous, si on a le choix, on préfère toujours présenter nos conférenciers par ce qu'ils sont vraiment et non pas par ce qu'ils font. D'accord? Donc voilà, vous patientez un petit peu. Donc, plus le temps passait, plus je me posais des questions, et moins j'avais de réponses. C'est cette soif d'apprendre et de comprendre qui m'a menée au creuset. Je n'ai jamais voulu faire de l'alchimie, je n'ai jamais voulu faire des conférences, je n'ai jamais voulu faire des livres, je n'ai jamais voulu faire des films, je n'ai jamais eu ces projets en disant je vais faire ça. Non, j'ai dit je veux connaître l'univers. C'était ça mon projet de vie. Je veux soulever les pierres pour voir ce qu'il y a dessous. C'est tout. Et maintenant, un petit mot sur ce qu'a fait Patrick et ce qu'il fait. Donc, Patrick Burinshtenas est un alchimiste, est un scientifique de formation. C'est un docteur en physique. Il s'est intéressé depuis tout jeune à l'alchimie parce que avec la science, il n'a pas vraiment trouvé des réponses sur ces questions fondamentales, ici avec la métaphysique. Et quand il a découvert l'alchimie, ça a été pour lui comme une porte qui va peut-être lui permettre d'avoir des réponses à ces questions. Donc, bien sûr, il est auteur de plusieurs livres, dont de la matière à la lumière, la trame aussi. Il y a aussi son dernier livre, L'alchimiste raconte, qui est aussi un film documentaire. Donc il a réalisé aussi des films documentaires tels que Les Voyages alchimiques et L'alchimiste raconte. Et bien sûr, il est conférencier, donc il anime des conférences aux 4 coins du monde. Et voilà, donc à vous la parole, Patrick. D'accord, j'espère que je n'ai pas été très longue. Oui, j'ai beaucoup de questions. Oui, et comme je dis, peu de réponses. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que suivre une voie ne répond pas à nos questions, mais qu'elle fait qu'à un moment, on n'a plus de questions. Ouais. Et c'était vraiment cette quête. La première définition, c'est qu'est-ce que c'est l'alchimie pour moi? Alors, je vais pas vous décevoir parce que on associe souvent l'alchimie en disant que c'est une proto-chimie, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient et par hasard ils sont tombés sur quelque chose. Mais l'alchimie n'est pas l'ancêtre de la chimie, c'est quelque chose d'autre. Le but de l'alchimie n'est pas du tout le même que celui de la chimie. Le but de l'alchimiste, finalement, vous allez rire, c'est juste de faire disparaître l'univers, finalement. On peut dire que dans la vision de l'alchimiste, la création d'ailleurs se rapproche un peu d'une création physique, c'est-à-dire que l'univers est immobile et pour une raison qu'on ignore, il y a une agitation qui se crée à l'intérieur et cette agitation revient sur elle-même, elle crée une bulle. Et cette bulle maintenant fait qu'il y a une différence. Avant, cet univers, on appelait ça l'unité. Maintenant qu'il y a une différence, il y a l'intérieur et l'extérieur. Et on peut dire que dès l'instant qu'il y a cette séparation, eh bien, ce qui est à l'intérieur de la bulle, on appelle ça la matière, et ce qui est à l'extérieur de la bulle, on appelle ça la lumière. Évidemment, le but de l'alchimiste, c'est de faire un trou dans la peau de la bulle pour que la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur et qu'il n'y ait plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, ouais. C'est ce que j'appelle un peu le paradoxe, le parallèle de la prison. C'est-à-dire que quand on suit une voie initiatique, il y a deux manières de la suivre. Soit on décrit l'intérieur de la prison et on améliore son incarcération, soit on essaye d'en sortir. Et le but de l'alchimiste, c'est de sortir de la prison. Alors que le but du chimiste, c'est d'expliquer ce qu'il y a dedans. Vous voyez, il y a une différence fondamentale, en tout cas pour moi, qui est, on ne travaille pas sur la matière,
mais on va travailler sur quelque chose d'au-delà de la matière. Alors j'en profite d'utiliser la langue, d'utiliser le français ici, puisque nous partageons ici cette langue. L'alchimiste dira persévérer, percez et vous verrez. Et la question c'est percer quoi pour voir quoi? C'est comme s'il y avait quelque chose au-delà de la matière, au-delà de la réalité. D'ailleurs, vous avez parlé de la réalité, mais pour moi, la réalité, c'est une folie qu'on partage. Donc, ça veut dire qu'on partage des références sur quelque chose, mais rien ne prouve que c'est vrai. Et on peut dire que si suffisamment de personnes sont persuadées de quelque chose, alors peut-être que ça devient vrai. Et pour l'alchimiste, c'est d'être au-delà des apparences. Quand on arrive dans ce monde, on apparaît. Quand on quitte ce monde, on disparaît. Donc, on ne fait que paraître. Et la clé, c'est la clé de l'être. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a peut-être quelque chose de fondamental derrière. Bon, en physique, on va parler d'unification des forces, par exemple. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à la base de tout? Alors, ça peut être à la fois une quête mécanique, une quête physique, mais ça peut être aussi une quête métaphysique. Le personnage qui va chercher, et qui a créé tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un? Est-ce qu'il y a une conscience? Est-ce que c'est un hasard? Et d'ailleurs, c'est peut-être un hasard auquel on s'est habitué. Et ce hasard auquel on s'est habitué, eh bien, finalement, a créé ce qu'on appelle des règles. Et on dit maintenant que c'est notre réalité. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai partout dans notre univers. Donc finalement, pour dire, et pour simplifier les choses, le travail de l'alchimiste, c'est retrouver l'unité. Donc c'est-à-dire passer à travers la matière pour retrouver cette unicité. D'ailleurs, on dit univers. On est tous univers. Et on peut se poser la question de savoir uni vers quoi. Et pour l'alchimiste, on va dire on est universel. Donc c'est le seul vers qui unit. Donc peut-être que l'alchimiste cherche quelque chose qui va rassembler toutes choses. Et en rassemblant toutes choses, on trouvera le point commun. Et ce fameux point commun, eh bien c'est peut-être ça ce qu'on cherche. Alors vous voyez, la différence vraiment entre l'alchimie et la chimie, c'est que la motivation est métaphysique, elle n'est pas physique. D'ailleurs, l'alchimie n'est pas une science. L'alchimie est un art. Et évidemment, c'est là où on va arriver à la physique quantique, par exemple. Quand on prend le principe d'incertitude et qui dit observer un phénomène le modifie, ça veut dire qu'on est capable d'avoir une interaction entre l'expérimentateur et l'expérience. Et bien pour l'alchimiste, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas une expérience scientifique qui est reproduisible par n'importe qui dans les mêmes circonstances, puisque ça va dépendre de l'expérimentateur. Et ce qui est plus fort encore, c'est que quand il va faire ses expériences, il va modifier la matière, mais la matière va modifier l'expérimentateur. Et vous disiez très justement tout à l'heure, oui, mais les scientifiques, quand ils découvrent quelque chose, d'où ça vient? Est-ce que ça vient seulement de réflexion? Est-ce que ça vient de process? Ou est-ce qu'il y a une part qui vient d'ailleurs et d'autres choses? D'ailleurs, si vous entendez le mot laboratoire, c'est moitié labor et moitié oratoire. Donc, moitié dans la matière et moitié dans l'esprit. C'est comme s'il y avait une espèce d'inspiration, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur, et cette inspiration va toucher quelque chose qui vient de l'intérieur, qu'on appelle l'intuition, et peut-être que quand l'intuition touche l'inspiration, alors c'est le génie, et quelque chose se manifeste, c'est-à-dire manifester, faire avec la main, une création, et cette création, elle est dans un premier temps, si je reprends la parabole du monde et de la matière, dans les causes et les effets. Et la quête de l'alchimiste, c'est ne plus être dans les causes et les effets, mais être dans les effets sans cause. Alors voilà, l'histoire est posée, les alchimistes sont des poètes, sont des rêveurs, croient à l'unicité de l'univers, et évidemment, moi, quand je suis tombé un peu là-dedans, c'était trop fort pour moi. C'était trop bizarre, trop étrange. Et les premières expériences d'alchimie que j'ai faites, c'était pour prouver que ça ne marchait pas. Parce que c'était impossible. Mon univers allait s'écrouler. Et on n'aime pas beaucoup quand nos habitudes changent. Donc, à un moment, je cherchais justement à comprendre l'univers, et je suis tombé sur un vieux livre de 1894 de Jolivet Castelot qui s'appelle L'âme de la matière. Et qui disait, c'était pas du tout un métaphysicien, c'est à l'époque ce qu'on appelait un hyperchimiste, et il disait, voilà, il y a quelque chose d'impalpable associé à la matière, et si je touche cet impalpable, je modifie la matière. Alors je dis, c'est extraordinaire ce truc-là. Vous imaginez, on peut avoir des interactions avec la matière sans qu'il y ait de contact. Alors ça m'a intéressé, mais je me suis dit, c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors après, on a parlé de choses encore plus impossibles, du métal transparent par exemple. Alors là, je dit, c'est trop fort pour moi. Et comme c'est trop fort pour moi, je vais faire l'expérience et je vais en faire, et je suis sûr que ça ne va pas marcher.
Et ben, j'ai fait l'expérience, et pas de chance, ou beaucoup de chance, ben, ça a marché. C'est-à-dire que j'ai été confronté à quelque chose qui était impossible pour moi. Et c'est impossible, aller bien au-delà de l'expérience, parce que ça veut dire que si j'acceptais cet impossible, ça voulait dire que toute ma réalité vacillait. Donc c'était un vrai engagement. Est-ce que je restais dans le savoir, et le savoir c'est voir ça, et rien d'autre, ou est-ce que c'est la connaissance, et à ce moment-là c'est je partage l'essence de l'univers. Donc c'est pas seulement un bout de métal qu'on met dans un creuset, c'est un changement total d'existence, un changement total de perception de l'univers. Alors évidemment, j'ai fait cette expérience et ben, ça a marché. Et ça a tellement marché que ben, j'en ai un bout ici et je vais vous le faire voir, puisqu'on a la chance de pouvoir être en interaction. Alors vous voyez l'intérieur. Vous voyez, c'est un creuset que j'ai cassé. Voilà, et vous apercevez que ben, c'est du verre et qu'en bas, ici, sur le creuset, c'est du métal. Et finalement, c'est la même chose. Non seulement c'est la même chose, mais en plus, c'est réversible. C'est-à-dire que si je prends le cristal qui est en haut, qui se comporte exactement comme du verre, et que je le fonds, eh bien, je vais retrouver du métal. Et il faut savoir que c'est 100% métal. Il n'y a pas un iota d'autre chose. Alors finalement, c'est à la fois physique, mais c'est à la fois extrêmement métaphysique. C'est la même différence entre le charbon et le diamant. Et vous remarquez que c'est du carbone pur. Donc finalement, la différence d'apparence et de structure ne dépend pas de la matière, mais de la manière dont cette matière est organisée. Et là, c'est assez extraordinaire, puisque ça veut dire que l'organisation de la matière, c'est le plan qui est à l'intérieur. Donc ça voudrait dire que la nature de la matière ne dépend pas de sa partie matérielle, mais du message qui est derrière. Alors évidemment, là on arrive dans un message métaphysique, on va dire au début était le verbe par exemple. Et si au début était le verbe, au début était la vibration, et la vibration crée bien la forme. D'ailleurs on peut le constater. Vous prenez une enceinte acoustique et vous mettez du sable dessus. Si vous mettez un son, le sable prend une forme. Si vous changez de son, le sable prend une autre forme. Mais où est la forme? La forme n'est pas dans le sable, elle est dans le son. Mais si c'est vrai pour le sable, pourquoi ça ne serait pas vrai pour le reste? Je vois au fond ici des gens qui sont confortablement assis sur des tables, mais c'est des tables parce que dedans il y a un plan de table. Mais si je retirais ce plan de table, et bien, tous ces composés eh bien, se volatiliseraient, se décomposeraient. Et donc on peut dire, en tout cas c'est ce que l'alchimiste pense, c'est que tout l'univers ne tient qu'avec des plans qui sont à l'intérieur. Et l'alchimiste, justement, et voilà une grande différence entre l'alchimie et la chimie, c'est que l'alchimiste va travailler sur les plans, et il ne va pas travailler sur la matière. Voilà pour cette entrée en matière, si je puis dire, et on va parler en alchimie d'hors d'œuvre, et pas d'œuvre encore, c'est-à-dire cette capacité à imaginer que l'univers peut être différent de nos propres croyances. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand on veut décrire quelque chose, un objet, on ne le montre pas, on le démontre. C'est comme si on ne prenait pas la forme extérieure, mais on essayait de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Et jusqu'où va cette compréhension? Est-ce que c'est une compréhension physique, mécanique, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière, d'impalpable, et qui pourtant est extrêmement important, puisque c'est comme ça que nous allons échanger avec l'univers. J'en prends pour exemple. Vous voyez, je suis en situation, parce que je vois ce qui se passe chez vous, et je vois des cuisiniers qui passent, et vous prenez deux cuisiniers qui ont la même formation, qui ont les mêmes matériaux et les mêmes produits. On va leur demander de faire le même plat. Il y a très peu de chances qu'ils fassent exactement le même plat. Et on peut même imaginer qu'un génie, avec les mêmes ingrédients, va faire quelque chose d'extraordinaire ou quelqu'un d'autre va faire quelque chose d'ordinaire. Et on va dire justement, ah ben oui, mais lui, il a quelque chose en plus. Et ça ne s'apprend pas. Il a une intuition, il a quelque chose de particulier. Eh bien, l'alchimie, c'est ça. C'est ce dialogue avec la matière, cette intuition, comprendre ce qu'il y a derrière. Et une fois qu'on a compris ce qu'il y a derrière, on va se poser la question de comment y aller. Voilà, si vous avez d'autres interrogations pour que je puisse rebondir, ou plus de précision, eh bien, je continuerai ma discussion là-dessus. Je ne vous entends pas. Ouais, et donc on pourrait peut-être passer au grand principe de la chimie. Voilà. Alors, voilà, les grands principes.
Les grands principes. Ah, j'ai lu, je dis voilà. Je m'entends parler. C'est pas ce que je préfère. Il a l'écoute. Voilà, un, deux. Non, c'est bon là. C'est bon, Ah, d'accord. un peu plus. Bon, c'est pas grave. Le grand principe de l'alchimie, c'est sortir de la prison. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans quelque chose. Et comment on va faire pour franchir la porte? Eh bien, la porte, c'est ce qu'on appelle la pierre philosophale. C'est-à-dire que finalement, la pierre philosophale, c'est comme un pont, un peu, entre l'intérieur et l'extérieur. Un autre parabole que j'aime bien, c'est on est dans une bulle de matière et à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle la lumière. La lumière, c'est tout ce qui ne s'est pas transmuté en matière. Vous remarquerez que l'alchimiste ne transforme pas. Transformer, c'est prendre une forme pour en faire une autre forme. Transmuter, c'est prendre la forme et la faire disparaître. Et si on réussit à faire disparaître toute la matière, eh bien, il n'y aura plus de différence, puisqu'il n'y aura plus de matière, et on retrouvera l'unité. Donc, ça, c'est le but. Et la question, c'est, pour qu'il n'y ait plus de bulles, il va falloir faire des trous dedans. Et quand on va faire des trous dedans, la lumière qui est à l'extérieur va rentrer à l'intérieur. Et la bulle va disparaître, puisqu'elle sera autant pleine de lumière que l'extérieur, et il n'y aura plus de différence. Alors l'alchimiste se dit maintenant, ok, formidable, mais comment je vais faire pour percer la matière? C'est-à-dire, comment je vais faire une matière suffisamment pure, suffisamment transparente, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce qui est transparent, c'est ce qui traverse les apparences. Et donc, on va prendre une matière, et d'ailleurs les gens disent dans les textes d'alchimie, tu prendras une matière que les autres rejettent comme du fumier, c'est-à-dire une matière extrêmement dense. Dense, vous pouvez entendre dense, ici, à l'intérieur de ce monde, et on va la râper. Et à force de râper cette matière, on va finir par voir à l'extérieur. Imaginez, vous êtes dans une maison, la lumière est dehors, il n'y a pas de porte et pas de fenêtre, eh bien, vous allez avoir envie de faire des trous dans le mur. Et à force de faire des trous dans le mur, vous allez voir ce qui se passe à l'extérieur. Ben, c'est ça, la pierre philosophale. Donc, comment on va faire? Il y aura toujours 3 étapes. Pourquoi il y a 3 étapes? Parce que tout ce qui est autour de vous, quand je parle de la matière, ce soir, vous allez entendre de l'âme à un tiers. 1 tiers d'âme et 2 tiers d'autre chose. Donc, 3 passages. Si je prends les forces de l'univers, il y a toujours une énergie qui va dans un sens, une énergie qui va dans l'autre sens, et quand j'assemble les deux, j'ai la neutralité. Donc on voit qu'on va avoir une énergie qui va aller de l'intérieur vers l'extérieur, une énergie qui va aller de l'extérieur vers l'intérieur, et quand je vais associer les deux, je vais trouver cette fameuse neutralité. On parle en alchimie, on dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, ces 3 principes vont être les suivants. Quand je prends n'importe quel corps, il a ce qu'on appelle son sel, son soufre et son mercure. Ce qu'on appelle le sel, c'est la matière ultime. Vous prenez une plante, vous la calcinez, vous essayez de la détruire, eh bien il restera toujours quelque chose. Ce quelque chose à l'intérieur de la plante, eh bien c'est ce qu'on va appeler le sel. Pour l'homme, ça serait son corps, le corpus, c'est-à-dire le support. Ensuite, la deuxième énergie, c'est ce qu'on appelle le soufre. Et ça, c'est la partie active, la partie animée. Si je prends la même plante que tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les huiles essentielles, par exemple, ou les principes actifs. Alors on aime bien essentiel parce qu'on entend essence, ciel. Évidemment, je joue beaucoup avec la langue des oiseaux, mais comme tous les textes d'alchimie sont écrits dans cette langue des oiseaux. Alors ça marche dans toutes les langues, hein. Évidemment, je le fais plutôt en français ici, mais ça marcherait en grec, en hébreu, en latin, en arabe, en chinois, puisqu'il n'y a pas qu'une alchimie. Là, je vous parle d'une alchimie occidentale, mais c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu en alchimie, c'est que ça s'affranchit de toute culture, de toute religion, de tout pays, de tout sexe, de toute couleur. On s'en fout complètement, on travaille ensemble. Donc ce deuxième principe masculin qu'on appelle le soufre, pour l'homme, c'est ses émotions. D'ailleurs, si vous les gardez à l'intérieur de vous, vous souffrez, c'est le souffranceux, la souffrance. Donc, une partie active qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et enfin, la dernière partie, qu'on appelle le mercure, c'est l'esprit, le spiritus. Le soufre était l'animus, l'âme, et le spiritus, l'esprit, qui est le mercure. Pour vous donner un exemple, par exemple, pour la plante, eh bien, ça serait l'alcool tiré de la plante, c'est-à-dire la partie la plus volatile, la plus subtile. D'ailleurs, c'est tellement volatile et subtil qu'on appelle ça encore aujourd'hui un spiritueux. Évidemment, quand on le boit, ça ne nous rend pas spirituel, mais en tout cas, ça nous rend volatile, et on peut dire que cet alcool va volatiliser la matière. On verra un peu plus tard que c'est un alchimiste arabe qui invente ça au 8e siècle, Geber, et qui est le premier à distiller. Pourquoi? Parce qu'il va travailler sur la matière et il va se dire, mais il y a un esprit caché dedans. Et comment je vais faire pour séparer cet esprit? Et on arrive au premier principe. Maintenant que j'ai les 3 principes, sel, soufre, mercure,
qui est le corps, l'âme et l'esprit, a remarqué que le soufre est un principe masculin et que le mercure est un principe féminin. C'est-à-dire que le principe féminin, c'est une énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur, et un principe masculin, c'est une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Alors si je vous dis ça comme ça, vous n'allez pas forcément comprendre, mais si je mets ça chez les humains, l'homme est dans l'action, par exemple. C'est-à-dire qu'il va toujours faire des choses, alors que la femme, elle est dans la réflexion. Elle est Mercure. Dans un couple, l'homme, c'est lui qui amène l'enfant dans le monde et qui lui fait faire des choses. Alors que la femme fait son travail intérieur, elle transmet la spiritualité. Alors quand je dis homme-femme, évidemment, c'est l'énergie. Hein. Ça peut être n'importe qui, si je puis dire. Mais ces deux énergies sont nécessaires. Et donc, on va toujours travailler sur le sel, le soufre et le mercure. Et il faudra toujours avoir à l'idée ces trois principes. Alors ça peut sembler un peu complexe au début, mais si je prends un autre exemple, je prends de l'eau et je mets du sel à l'intérieur, je le mets en dissolution, et vous allez remarquer que lors de l'évaporation, eh bien mon sel il va se séparer en trois principes. Au fond, je vais avoir des petits cubes, et ces cubes vont représenter le sel du sel. Et là, je parle de chlorure de sodium, du sel. Donc ça veut dire quelque chose de très fixe, de très lourd, qui est au fond. Et ça vous rappelle peut-être une comptine que vous connaissez, vous savez, courir après les oiseaux pour leur mettre du sel sur la queue pour pas qu'ils s'envolent. Je ne sais pas si vous connaissez cette comptine, mais c'est une comptine de tradition populaire, et ça veut dire qu'on a voulu nous transmettre ces secrets de fabrication. Et évidemment, si je mets du sel sur la queue d'un oiseau, c'est amusant pour les enfants, mais pour celui qui cherche le chemin, ça veut dire que le sel fixe le volatile. Donc ça veut dire que finalement, grâce au sel, je vais pouvoir fixer l'esprit à l'intérieur. Alors, dans mon eau et dans mon sel, vous pourrez faire l'expérience vous-même. Vous allez voir qu'au cours de l'évaporation, un deuxième sel va se manifester, il va se mettre à courir sur les bords. C'est-à-dire qu'il va remonter les bords, puis il va ressortir vers l'extérieur. On voit qu'il est très agité. Là, c'est l'animus, c'est l'âme du sel. Et d'ailleurs, cette âme du sel, son animus, c'est ce que vous perdez ou vous retrouvez quand vous tombez dans les pommes, par exemple. Vous savez, vous faites une syncope. Les gens ont dit vous tombez dans les pommes, et la pomme c'est le fruit de la connaissance, donc on peut dire que finalement votre corps est inanimé, d'ailleurs c'est ce qui se passe quand vous tombez par terre. En réalité c'est pas parce que vous bougez, mais vous venez de perdre votre âme, et comme votre âme elle est partie faire un tour, eh bien on dit qu'elle est dans l'île des pommes, et que l'île des pommes est l'île de la connaissance, et que je reviendrai avec cette connaissance. Et à tel point, quand on va vous ramener, c'est bien le terme qu'on va utiliser, on va vous secouer, et on va vous réanimer. Ça ne veut pas dire qu'on vous met en mouvement, ça veut dire qu'on vous rend une âme. Et à tel point, quand vous vous réveillez, vous dites « Où suis-je ?» Ce qui prouve bien que vous étiez ailleurs. Alors peut-être que ça nous donnera des clés plus tard pour comprendre et voir le monde autrement, pas seulement d'une manière mécanique, mais peut-être d'une manière rêvée. Vous savez, quand vous rêvez, par exemple, vous avez bien un corps du rêve, hein, puisque vous courez, vous serrez les mains, vous marchez, et pourtant votre corps est raide. Hein. Donc ça veut dire que vous avez deux corps, vous avez un corps qui dort et un corps qui se balade. Bon, c'est déjà un peu étrange, hein. Et peut-être que ça explique un certain nombre de choses. Et enfin, dans mon sel, vous aurez son troisième principe qui va flotter en surface des petites aiguilles de sel, qu'on appelle l'esprit de sel, son spiritus. Eh bien, c'est la fleur de sel. Et vous voyez bien que le sel, il s'est séparé dans ces trois principes. Le plus fixe qui est le plus bas, le plus agité qui est le soufre, et le plus subtil qui flotte en surface, qui est son mercure. Et c'est pour ça qu'on comprend difficilement les livres d'alchimie, parce que je peux parfaitement parler du sel, du soufre du sel et du mercure du sel. Puisqu'en réalité, ce n'est pas du principe que je vais utiliser, ce n'est pas du produit plutôt, mais c'est du principe, c'est-à-dire son spiritus. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a ces trois principes, eh bien comment on va faire une pierre philosophale? Voilà, en repartant d'ici, vous saurez tous faire de l'or. Hein. Bon, peut-être, je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais on dit en alchimie, si tu cherches pour faire de l'or, tu ne trouveras jamais, et si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. Donc c'est peut-être pas cet or pécuniaire qu'on cherche. D'ailleurs, le mot or vient du mot aor, qui veut dire lumière, et la vraie quête est la quête de la lumière, et pas celle de l'or. Et pourtant, l'or est un métal précieux, et s'il est précieux, c'est qu'il est près des cieux, et peut-être qu'il y a une manière, justement, de passer du plomb à l'or, c'est-à-dire du métal le plus lourd au métal le plus subtil, et c'est sans doute cette histoire qu'on veut vous raconter. Donc, comment on va faire une pierre philosophale, c'est-à-dire qu'il va avoir pouvoir de transmutation, et je vous rappelle qu'on est dans une maison et qu'on essaye de sortir. Hein. Et pour sortir, eh ben on va retirer des couches. Et pour l'alchimiste, il n'y a pas une couche, mais 7 couches. Et on peut dire que quand on parle des métaux, pour l'alchimiste, hein, évidemment, hein, ça n'engage que moi, le plomb contient 7 couches, alors que l'étain contient 6 couches.
que le fer contient 5 couches, et ainsi de suite. Et l'or ne contient qu'une couche. Et vous voyez que pour l'alchimiste, ces 7 métaux ne sont que le même à des états de purification différents, c'est-à-dire on leur retire une couche. Évidemment, quand il reste une seule couche chez l'or, c'est pour ça que c'est le métal précieux, parce qu'il suffirait de retirer cette dernière couche pour que cet or lui-même se transmute en lumière. Et c'est le vrai but de l'alchimiste, de transmuter le plomb en lumière et non pas le plomb en or, parce que c'est l'arrêté. Vous voyez, maintenant, on voit qu'il y a 7 couches, donc il va falloir purifier la matière. Et la question, c'est comment on va faire pour purifier la matière? Eh bien, il y a encore une fois 3 passages. Alors, 3 passages, évidemment, vous savez pourquoi? Parce que l'apprenti sage, eh bien, doit faire 3 passages, et d'ailleurs, quand vous avez fait 3 passages, vous trépassez. Trépasser, c'est bien changer de monde, à condition de ne point trébucher. Donc, on va se poser la question, mais comment on va faire pour trépasser, finalement, pour aller de l'autre côté? Alors, le premier travail, c'est ce qu'on appelle l'œuvre noire. Et l'œuvre noire avait un nom qu'on n'utilise plus aujourd'hui, ou en tout cas, on ne l'utilise pas dans la bonne acception, c'est la corruption. Alors, évidemment, quand on parle de corruption aujourd'hui, on imagine que c'est les humains qui font ça. Mais quand vous entendez corruption, c'est le corps rompu. Donc, ça veut dire qu'on va casser le corps en petits morceaux. En réalité, pour séparer le subtil de l'épais, c'est un peu comme quand on a du linge propre et du linge sale dans une valise. Eh bien, il va falloir d'abord vider la valise pour séparer l'un de l'autre. Et quand on décompose une matière, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a par l'eau ou par le feu. On le voit d'ailleurs dans nos corps, quand on prend quelqu'un et qu'il est mort, d'ailleurs quand il est mort, c'est quand il a l'âme or, donc ça veut dire que son esprit lui est parti, il ne reste plus que le corps. Et à partir de ce moment-là, le corps, on a 2 solutions, et c'est bien le terme que j'utilise, et je ne l'utilise pas par hasard. Quand vous avez un problème, vous cherchez une solution, et la solution, c'est bien dissoudre. D'ailleurs, à tel point, c'est que quand vous avez quelque chose, c'est grave, c'est dense, alors que quand tout va bien, vous vous sentez léger. Donc on voit bien qu'il y a un étrange rapport entre la densité de la matière et sa subtilité. Donc la question, c'est comment on va subtiliser cette matière. On le voit bien dans notre corps, soit vous enterrez quelqu'un, et si vous enterrez quelqu'un dans la terre, c'est pas la terre qui va le décomposer, mais c'est l'eau, c'est-à-dire c'est les fluides, donc c'est la décomposition par l'eau. Et si vous décidez au contraire de vous débarrasser du corps par le feu, c'est aussi possible, et vous voyez que même dans notre corps, on va avoir ces 2 manières de retrouver la brique initiale de la matière par le feu ou par l'eau. D'ailleurs, en chimie organique, la brique initiale de la matière, c'est le carbone, et quand on va brûler quelqu'un, on va le carboniser. Ça veut dire que j'ai réussi à retirer le plan qui était dedans, et je retrouve la brique initiale, et la brique initiale, eh bien, ça va être du carbone. Alors en alchimie, ça nous intéresse beaucoup de retrouver la brique initiale, puisque finalement, c'est ce qu'on cherche, nous sommes des initiés. Et enfin, quand la lumière peut passer, la vraie lumière, je vous rappelle que la vraie lumière, c'est ce qui est à l'extérieur de la bulle, c'est-à-dire ce qui n'a pas été transmuté en matière. Et bien, quand la vraie lumière passe à l'intérieur de cette matière purifiée, ça devient rouge. Donc les 3 couleurs de l'œuf, ça va être le noir, le blanc, le rouge. Alors on va retrouver ça par exemple dans tous les contes de fées. On a par exemple Blanche-Neige, ça commence comme ça. Eh bien, il y a une femme qui est devant une fenêtre, et cette fenêtre est en ébène, dehors il neige, et elle se pique le doigt pendant quelques coups. Et elle dit, j'aimerais bien avoir une fille qui a la peau blanche comme la neige, qui a les cheveux noirs comme l'ébène, et les lèvres rouges comme le sang, noir, blanc, rouge. Et évidemment, comme elle s'appelle Blanche-Neige, c'est elle qui va suivre le chemin initiatique. Et le chemin initiatique, nous on parle de vitriol. Et quand on dit vitriol, c'est les initiales d'une phrase, c'est un acrostiche finalement. Ça veut dire en latin, visita interiora terrae, rectificando in veni occultum lapidem. Ça veut dire en gros, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. Mais ça veut dire visite l'intérieur de toi-même et en te rendant droit, tu trouveras la pierre cachée. Et les épreuves qu'on a à franchir, eh bien, ils sont figurés par les 7 nains. Mais les 7 nains, en réalité, c'est cette gnome, de gnose, la connaissance. Et leur métier, c'est bien vitriol, puisqu'ils creusent l'intérieur de la terre pour chercher des pierres précieuses. Donc, on nous donne vraiment le mode d'emploi en nous disant, tu vas prendre une matière, tu vas la décomposer, tu sépareras le subtil de l'épais. Quand ce sera fait, tu prendras le subtil et tu vas l'aligner. Et quand ce sera parfaitement aligné, eh bien, la lumière qui est dehors va pouvoir rentrer. En gros, vous allez découvrir la porte, puisque vous pourrez franchir cette porte. Et vous remarquez quelque chose, c'est que chaque nain a un caractère particulier.
Et chaque caractère va correspondre à un métal, mais ça va correspondre à quelque chose à faire, par exemple. Et ça, c'est Walt Disney qui met ça, parce que les frères Grimm, quand ils prennent ces contes-là, eh bien, ils ne mettent pas de détails. C'est des contes de tradition populaire, ils n'ont rien écrit. Hein. Et à partir de ce moment-là, quand Walt Disney décide de reprendre ce conte-là, il dit « je vais être beaucoup plus précis que les frères Grimm ». Mais il donne un caractère spécifique à chaque main. Et une épreuve à franchir. Donc, vous avez Simplet. Simplet, il est lunaire, la lune, c'est l'argent. Et l'épreuve, c'est tu dois franchir la peur pour trouver l'ouverture d'esprit. Ensuite, le nain suivant, ça va être Dormeur. Dormeur, c'est celui qui rêve, c'est Mercure, c'est le messager des dieux. L'épreuve à franchir, c'est tu dois apprendre à écouter sans n'entendre que toi. Ensuite, le nain suivant, c'est Timide. Lui, il a un problème avec les autres. Et l'épreuve à franchir, c'est comprendre l'autre. Ensuite, on a Prof, c'est celui qui transmet, mais il peut transmettre et tomber dans la vanité. C'est à la fois le monde du gourou et du maître. Le maître éclaire et le gourou brille. C'est pas du tout la même chose. Éclairer, c'est devenir transparent pour laisser passer la lumière. Alors que briller, au contraire, il faut être bien poli pour laisser passer la lumière. En réalité, on la laisse pas passer, on fait réfléchir celle des autres. Et ça, c'est Prof. Ensuite, on a Atchoum. Lui, on voit qu'il est très dynamique. Et l'épreuve à franchir, c'est dépasser la colère et la violence pour trouver la force de construire. Enfin, on a Joyeux. Joyeux, c'est Jupiter, c'est l'étain. Et il est un peu plus difficile à comprendre. Pourquoi Joyeux? Parce qu'il est jovial. Jovial, c'est l'étain et c'est la foudre. Donc, ça veut dire que recevoir la puissance sans succomber au pouvoir. Et enfin, le dernier, c'est Grincheux, il est saturnien, c'est le plomb. C'est rassembler ce qui est épars sans succomber au chaos. Donc, on voit qu'on a à la fois une voie physique, c'est-à-dire qu'on va prendre une vraie matière. Cette matière, on va vraiment la rendre immobile, silencieuse et alignée, c'est-à-dire qu'on va la purifier, on va la rectifier, jusqu'à ce qu'elle ait un comportement qui ne soit pas tout à fait un comportement de ce monde. Et une fois qu'on aura cette espèce de lampe, cette pierre des philosophes, eh bien, elle nous permettra de franchir ces 7 épreuves. Donc voilà, sommairement, ce qu'on peut dire du grand œuvre, mais si vous avez des questions plus précises, j'y répondrai. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions plus précises là-dessus, sur le grand œuvre Atchoum? Donc sinon, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Donc sinon, si vous nous parlez de votre propre expérience, c'est-à-dire après avoir réalisé la pierre philosophale et après avoir osé l'ingérer, donc si vous nous parlez de cette expérience d'illumination que vous avez vécue juste quelques temps après, et puis comment votre vie a dû changer après, voilà. Alors c'est déjà le travail d'une vie. C'est-à-dire que le premier œuvre, j'ai mis 7 ans, le deuxième œuvre, j'ai mis 15 ans, et le troisième œuvre, j'ai mis 21 ans. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques heures. Et puis c'est quelque chose, il y en a qui ont choisi de faire ça. Alors une fois qu'on a trouvé ça, ça ressemble à rien, hein, ça ressemble à un petit cristal rouge, et on ne peut pas imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Et à tel point, c'est que quand on reste devant pendant un certain temps aussi, hein, on se dit j'y vais pas. Vous savez, c'est comme quand on est dans un plongeoir très haut au-dessus d'une piscine, on se dit je saute ou je saute pas. Et puis à un moment, comme c'est le travail d'une vie, on se dit il dit dans les textes qu'il faut la prendre, je vais tenter le coup, quoi. Et on prend cette pierre. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et imaginez le désespoir, le dépit, mais c'est impossible, j'ai fait ça pendant des années, ça ne servi à rien. Là, toutes les émotions reviennent en vrac. Et on se dit, tout ça, ça n'existe pas, je m'en vais. Et là, en tout cas, moi, je décris une expérience que j'ai vécue, je me suis levé de mon fauteuil. Et c'est là que je suis tombé. Mais je ne me suis pas arrêté au sol. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. J'ai eu la sensation de continuer à tomber. Et je me suis dit, ça y est, je me suis empoisonné, je suis mort, quoi. Parce qu'on n'est pas du tout romantique ni métaphysique dans ces cas-là. On pense à sa peau, hein, parce que c'est viscéral, quoi. C'est un peu son instinct de conservation. Et puis ensuite, il s'est passé comme une espèce de dissolution, c'est-à-dire la sensation d'être dans rien, ou d'être dans tout, mais sans être capable de le définir. C'est-à-dire que pour expliquer un phénomène, il faut être témoin, il faut être observateur.
Mais quand on est dedans, on ne peut pas en parler. Et c'est un peu le problème ou le principe de la vérité, de l'unité ou de l'amour. Quand on est dedans, on ne peut pas en parler. Et c'est pour ça que dès que je peux en parler, je ne suis plus dedans. Et donc, je n'ai qu'un point de vue. Vous prenez quelqu'un qui est en train de faire de la poterie ou qui est en train de jardiner, et s'il est vraiment dans ce qu'il fait, et vous lui demandez « mais qu'est-ce que tu fais ?» S'il est dedans, il est incapable de vous répondre. Il est obligé de s'arrêter, de se mettre un peu en arrière, de regarder ce qu'il fait et de vous l'expliquer. Ben là, il s'est passé, j'ai eu cette sensation. C'est-à-dire aujourd'hui, j'utilise des métaphores, mais je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que l'expliquer, ça serait déjà une interprétation. Et c'était en dehors de toute interprétation. Et donc après j'oserais dire, cette éternité, parce que je n'ai pas la moindre idée du temps objectif auquel ça a duré, ça se trouve, ça a duré quelques secondes ou ça a duré quelques semaines, j'en sais rien. Eh bien, j'ai eu la sensation, j'allais dire, de revenir. C'est comme si il y avait tous ces petits morceaux de moi qui étaient partis partout, en sachant que j'étais incapable de définir ce qu'était moi. Eh bien, j'ai eu cette sensation que tous ces morceaux se coagulaient, c'est-à-dire qu'ils revenaient. Et à un moment, je veux dire, j'ai ouvert quelque chose, je ne savais pas ce que c'était. Après, je me suis rendu compte que c'était mes yeux, mais je ne me rendais même pas compte que c'était moi qui pilotais ça. Et j'ai vu quelque chose très loin de moi, et ce quelque chose très loin de moi que j'ai vu, eh bien, j'ai appris plus tard que c'était une main, que c'était une main qui était associée à mon bras. Et donc j'ai envoyé un ordre, et là j'ai bougé à peine le doigt. Enfin, bref, j'ai eu l'impression de remettre mon corps comme des vêtements mouillés. Et pour moi, ça a été une réelle renaissance. Alors avec toutes les affres de la Renaissance, c'est-à-dire qu'à un moment, je me rends compte que j'ai besoin de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, et je me rends compte que je reprends ma respiration. Et reprendre ma respiration, c'est que je me rends compte qu'avant, je ne respirais pas. Et que quand j'ai respiré, j'ai eu la sensation que mes poumons se remplissaient d'air comme des vieux sacs en carton. Et que ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout agréable. Et puis petit à petit, j'ai repris contrôle un peu de ce corps. Et d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai eu la sensation que c'était pas le mien, mais que c'était ce corps. Et que j'ai commencé à me lever, en tout cas à vouloir me lever. Et là, ça s'est pas passé tout seul. Parce que je me suis rendu compte que, mon corps voulait pas se lever. Puis quand j'ai réussi à le lever, je savais pas marcher, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un espèce de réapprentissage. Et pendant un certain temps, j'ai un peu réapprivoisé ce corps. Donc, et puis j'ai commencé à décrire mon environnement. J'étais accoudé sur quelque chose. Ça avait 4 pieds, c'était plat, et plus tard, je me suis rendu compte que c'était une table. C'est comme si on perdait à la fois le nom des objets et leur fonction. Et à partir de ce moment-là, ça m'a pris un certain temps de reprendre contact avec mon environnement. Et là, j'ai ouvert la porte de mon laboratoire, j'en suis sorti. Et là, j'ai vu dehors. Et j'ai refermé instantanément la porte. Parce que ce que je voyais à l'extérieur ne correspondait à rien de ce que je connaissais. C'est-à-dire, je me souviens parfaitement, j'ai vu passer un chat, mais il n'avait pas une tête de chat. Il avait une tête de chat, mais il y avait des formes géométriques qui étaient superposées à ce chat-là. Et j'ai eu l'impression de, à la fois voir des choses que je connaissais, mais avec des informations supplémentaires. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Juste tout, c'est-à-dire cette sensation d'être capable de percevoir le monde un peu différemment et de le voir autrement. Et puis mon comportement vis-à-vis de l'univers a changé aussi, c'est-à-dire une espèce de capacité à vivre l'intensité du moment présent. Dans notre vie, nous, on est toujours chronologique, c'est-à-dire qu'on utilise la logique du temps. Mais le bonheur, c'est un moment présent. D'ailleurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le bonheur, c'est à la bonne heure. Et c'est le présent. Et on peut dire que quand on fait un cadeau, c'est toujours un présent. C'est pas un passé ni un futur. Et le fait que toute la quête, c'est cette capacité de vivre l'intensité du moment présent. On peut faire sur cette quête un pèlerinage aussi, que ce soit le pèlerinage de Saint-Jacques ou un autre. Mais si je fais un pèlerinage et que je fais 20 km par jour du début à la fin, je peux rester chez moi et faire ça sur un tapis. Donc, où ça va être important, c'est que oui, je vais commencer à faire un certain nombre de kilomètres, puis après, les circonstances vont faire que je vais m'arrêter quelque part. Et finalement, je vais faire waouh, je vais m'asseoir par exemple sur une pierre, et il vient m'arriver quelque chose d'extraordinaire, je ne suis plus dans le temps qui passe. Je viens d'être touché par un morceau d'éternité. Et je pense que c'est ça, la quête du pèlerinage.
Donc je peux dire, cette expérience, j'en sais rien si c'est l'expérience de la pierre philosophale, ça se trouve, je me suis empoisonné avec quelque chose, j'en ai pas la moindre idée. Mais je peux dire que les conséquences de ça sont vraiment une perception complètement différente du monde et la quête du bonheur aussi. C'est-à-dire qu'avoir vraiment cette sensation de pouvoir être heureux partout, quoi. On peut dire que si on a besoin d'avoir des raisons d'être heureux, on n'est jamais heureux. Mais par contre, si on est heureux sans raison, alors on peut être heureux. Chimie d'hier, qu'est-ce qu'il y a en commun entre l'alchimie et les sciences modernes? Mais c'est un peu difficile d'expliquer ça. J'ai souvent cette question, mais l'alchimie est un art. Ouais. Et par conséquent, je ne veux pas dire que les sciences ne sont pas un art. Hein. Il y a demandé à un mathématicien justement ce qu'il pense d'un théorème non résolu, inexprimable. Il y en a qui, j'oserais dire, qui peignent en mathématiques. Donc, il y a une autre dimension, pour moi en tout cas, qui est pas du domaine de l'expérimental dans la matière en tout cas. Alors, l'un peut toucher l'autre. Par exemple, quand les alchimistes, on peut dire anciens, eux, ils cherchaient la pierre philosophale, et pour la chercher, ils ont fait des expériences mécaniques, presque scientifiques. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, par exemple, on va fondre un métal, et si on le fond à une température suffisamment élevée, le subtil va se séparer de l'épais. On l'avait vu d'ailleurs avec la distillation, puisque quand je prenais du vin, par exemple, et que je le chauffais, il y avait bien une partie extrêmement subtile qui se séparait, qui est l'alcool, et une partie qui était plus fixe. Donc, l'alchimiste s'est dit, si ça marche pour du vin, ça doit marcher pour du métal. Mais par contre, les températures ne sont pas les mêmes. Alors après, il a été confronté à un autre problème, c'est que quand on a des hautes températures, tout fond. Mais ça veut dire que le contenant aussi fond. Donc, ils ont tous essayé un peu n'importe quoi pour pouvoir avoir un contenant qui résiste à toutes les températures. Et c'est les alchimistes chinois qui ont trouvé ça. Parce que, bien évidemment, là je parle d'alchimie occidentale, mais il y a une alchimie chinoise qui a juste 2000 ans d'avance sur nous. On a une alchimie hindoue, et eux, ils ont un avantage aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu de rupture de culture, et que ne font pas la différence d'ailleurs entre le laboratoire, c'est-à-dire la science, et l'art. Et nous aussi, occidentaux, je veux dire, on fait la différence depuis 200 ans. Hein. Mais pendant des milliers d'années, l'humanité n'a pas dissocié la physique de la métaphysique. C'était indissociable, c'était la même chose. C'était, quand je lis des livres de chimie du XVIIIe siècle, dedans ils parlent d'alchimie, sans aucun problème. Quand au Moyen-Âge, on avait quelqu'un qui était médecin, mais il était en même temps médecin, apothicaire, astrologue, astronome, alchimiste. Pour eux, c'était exactement la même chose. Et je vous rappelle qu'il y a eu une chaire d'alchimie à la Sorbonne. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas autant dissocié qu'aujourd'hui. Et je pense que les alchimistes ont trouvé des tas de produits, ils ont trouvé des acides, ils ont trouvé l'alcool, ils ont trouvé des métaux, ils ont trouvé des manières de faire des fusions. Et c'est ça qu'ils ont pu apporter à la science, en sachant que, eh bien, c'est pas le même but. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'alchimie peut apporter à la science ? Je veux dire, pas forcément l'alchimie en tant que telle, mais la philosophie qui va derrière. C'est-à-dire, imaginez un monde où les expériences qu'on fait ne seraient pas soumises au profit, par exemple. Le nombre de produits efficaces qu'on pourrait faire dans un certain nombre de domaines et qu'on ne fait pas pour des raisons économiques ou pour des raisons politiques. Donc on pourrait parfaitement imaginer qu'il y a une philosophie qui est derrière, on travaille pour le plus grand bien de l'humanité, et à partir de ce moment-là, eh bien, il se passe des choses extraordinaires. Je pense par exemple à ce qui s'est passé au XIXe siècle entre Tesla et Edison, où Tesla invente d'une manière absolument scientifique et carrée une énergie inépuisable et gratuite pour tout le monde, et il se trouve que il a besoin d'argent pour faire ça. Et donc, il y a un banquier qui l'aide. Bon, tout va bien, il construit sa tour. En réalité, il fait un rotor et un stator, hein, c'est-à-dire qu'il fait un moteur, et ce moteur fait de l'énergie tant que la Terre tourne. Bon, tout va bien. Et cette énergie, c'est pas de l'énergie électrique comme on l'entend, mais c'est une énergie ondulatoire qui a quand même cette capacité d'entraîner des moteurs, enfin, c'est une énergie inépuisable, puisque ça fonctionne tant que la Terre tourne. Et à un moment, quand il trouve ça, il y a son banquier qui lui dit « merveilleux, votre système, mais le compteur, on le met où ?» C'est-à-dire, ça rapporte quand et comment? Et Edison et Tesla disent « mais il n'y a pas de compteur. C'est gratuit et c'est pour tout le monde. »
Alors évidemment, comme ce banquier dit bah, c'est pas forcément une bonne idée, alors il se retourne vers Edison. Et ce banquier, c'était JP Morgan, c'est la plus grande banque d'affaires au monde aujourd'hui. Et que fait Edison, qui est un génie, hein, mais il met des brevets sur tout. Et Edison, sa motivation, c'est bien sûr de trouver des choses extraordinaires, mais de les monnayer. Donc on voit bien qu'on avait cette différence à ce moment-là entre quelque chose qu'avait un homme qui avait une vision humaniste et spirituelle et un autre qui avait une vision qui était plus matérialiste. Et c'est à ce moment-là qu'on a choisi le monde dans lequel on est. Imaginons aujourd'hui une énergie inépuisable et gratuite pour tout le monde. Il n'y a plus de pays sous-développés, il n'y a plus de guerre pour l'énergie. Enfin, ça serait assez extraordinaire. Donc je pense, et c'est un peu le langage que j'ai aujourd'hui, de dire que l'alchimie ne va pas apprendre dans la technique des choses. Parce que pour que l'alchimie fonctionne, il faut que l'alchimiste soit là. Ça serait la même chose que dire, d'ailleurs ça me fait penser à la phrase de Picasso, où il est en train de dessiner quelque chose sur une table, et il y a le garçon qui lui dit « je peux prendre la nappe ?» Et Picasso lui dit « oui, mais ça vous fait 50 000 $. Et le garçon lui dit « mais pourquoi je ne peux pas prendre ça comme ça tout de suite, ça vous a pris 5 minutes ?» Et lui dit « non, non, ça ne m'a pas pris 5 minutes, ça m'a pris une vie. » Donc on a vraiment cette notion de ce dialogue avec la matière, et où le côté scientifique verrait un tableau en disant « oui, je peux définir parfaitement le pigment, oui, je peux définir parfaitement la toile, mais est-ce que c'est pour ça que ça va faire un peintre? Est-ce que c'est pour ça que je pourrais expliquer le génie du peintre? Eh bien, je ne le crois pas. » D'accord, donc voilà, donc j'espère bien que vous partagez avec nous maintenant votre contribution à l'alchimie qui est la trame, quoi, d'accord? Donc si j'ai bien compris, d'ailleurs, lorsque vous avez vécu cette expérience d'illumination, juste après avoir ingéré la pierre philosophale, parmi les choses que vous avez perçues, justement, vous avez perçu une trame, un quadrillage quantique, là où il y a de l'information qui circule partout, donc peut-être que c'est le début, quoi. Voilà, effectivement, c'est ce que ça m'a semblé, c'est-à-dire que la matière n'était qu'une apparence finalement. C'est-à-dire que ce qui était le plus important, c'était cette espèce de message qui était derrière. Et ce qui était surtout extrêmement intéressant, c'est que chaque chose était reliée à chaque chose. Et que nous, souvent, on a l'illusion d'être séparés du monde, d'être séparés des autres. Et là, en tout cas, la sensation que j'ai eue, c'est que tout était absolument en interaction. Et par conséquent, c'est un peu comme un violon ou une guitare, quand on touchait une des cordes et que le son on faisait, il n'était pas seulement local, il se propageait sur toute la longueur de la corde et induisait sans doute un certain nombre de choses. Alors je me disais, si ça marche dans ce sens-là, ça doit bien marcher aussi dans un autre sens. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un d'autre qui fait sonner la corde, eh bien moi aussi je vais en avoir de conséquences. Alors jusqu'où va la corde? Et qui l'a fait sonner? Donc j'en sais rien. Mais quand on dit en alchimie, c'est une différence fondamentale que l'expérimentateur a une place dans l'expérience, pour moi ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et aujourd'hui, je suis même convaincu de quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est que quand on commence dans la matière, dans la bulle de matière, et on est dans les causes et les effets, et plus on va s'avancer près de la porte, c'est-à-dire vers l'extérieur, vers ce monde incréé, et bien plus on est dans des effets sans cause. Et par conséquent, peut-être qu'on ne découvre rien, ça c'est valable dans tous les domaines, pas seulement en alchimie, mais qu'on le crée. Et qu'on peut imaginer que s'il y a suffisamment de personnes qui croient à quelque chose, eh bien ça se réalise. Regardez par exemple, il y a un génie qui découvre quelque chose, et tout le monde lui dit « mais non, ça n'existe pas, ça se peut pas ». Et finalement, avec le temps, il réussit à convaincre, où les gens deviennent convaincus, et on le découvre. On peut le mettre en évidence. Alors, soit il l'a prévu, et la question, on pourrait se poser la question, mais comment il l'a prévu? Je pense par exemple à Jules Verne. Regardez les choses qu'il décrit quand même dans ses romans. De la Terre à la Lune, par exemple, il décrit l'antigravité. C'est-à-dire qu'à un moment, la capsule est entre la Terre et la Lune, et là, les personnages commencent à flotter. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment il savait, puisque personne n'y était allé. Dans 20 000 lieues sous les mers, par exemple, il décrit un sous-marin nucléaire. C'est-à-dire, relisez bien les passages, eh bien, il dit qu'il y a une salle de machine lumineuse et qu'il ne faut pas y rentrer.
et qu'on n'a jamais besoin de mettre de carburant dedans. Et quand ces personnages du Nautilus vont se promener, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un scaphandre autonome. C'est-à-dire qu'ils ont un système qui leur permet de respirer. Je vous rappelle que le scaphandre autonome a été inventé par Cousteau en 1952. Donc la question, soit il avait une imagination débordante, soit il avait accès peut-être à cette masse d'informations qui n'est pas liée ni au temps ni à l'espace. Et peut-être qu'à l'intérieur de ça, eh bien, il est allé fouiller pour décrire un certain nombre de choses. Et je pense que peut-être que l'alchimie va apporter cette subtilité, ou cette idée, cette possibilité qu'il y a peut-être d'autres endroits, d'autres réalités, aussi tangibles que celle-là, dans lesquelles on peut faire des incursions. Quand on parle d'autres réalités, c'est toujours très étrange, on va dire, non, mais c'est de la science-fiction. Par contre, quand c'est de la musique, on trouve ça complètement normal. C'est-à-dire qu'autour de vous, je suis sûr qu'il y a plein de musique, mais vous ne l'entendez pas. Par contre, si vous prenez un poste de radio, là, vous allez l'entendre. Puis si vous changez la fréquence du poste de radio, eh bien, vous allez entendre une autre musique. Mais la question qu'on va se poser, mais elle était où par rapport à la première? Elle était devant, derrière, à droite, à gauche? Non. Elle était au même endroit, mais pas à la même fréquence. Et si c'est vrai pour la musique, pourquoi ça ne serait pas vrai pour la matière? Donc on pourrait parfaitement imaginer qu'en changeant la fréquence, on ne sait pas comment, peut-être que l'alchimiste le fait finalement, sans le savoir, eh bien on va accéder à autre chose. D'ailleurs c'est drôle parce que les gens qui font ça, dans le monde profane, on les appelle ça des médiums. Et les médiums, ça veut dire entre. Donc ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui perçoit autre chose. Et on pourrait imaginer que les génies ont accès peut-être à des informations un peu plus différentes en tout cas, et qu'ils les réintègrent à l'intérieur de notre réalité. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une toute petite question? Oui, il y en a une. Ouais. Moi, j'aurais aimé avoir plus d'informations. Déjà, merci beaucoup. La langue des oiseaux, franchement, j'adore. On devrait tous l'apprendre par cœur à l'école. Alors, avant d'apprendre la grammaire, l'orthographe, etc., on devrait déjà nous apprendre la langue des oiseaux. Entièrement d'accord. Au moins, on parlerait avec l'esprit et pas seulement avec le mental. On parlerait avec notre cœur. Et moi, j'aurais aimé avoir plus d'informations, si tu pouvais nous les donner, sur les plans. Tu en as parlé tout à fait au début. Donc, de percevoir le plan de la matière. Je crois que c'est comme ça que tu en as parlé. Hein. Oui. C'est-à-dire que ne plus voir la matière, mais voir le plan. C'est ça. Hein, tu as parlé par exemple en des tables, là justement, qui sont devant nous. Et donc, j'ai pas entendu la question, c'était un peu haché. Oui, si tu pouvais nous parler du plan. Tu vois, tu nous as parlé tout au début. Ah, oui, tu vois, par rapport à la matière. Et du plan. D'accord. Merci. C'est le premier acte de création. On l'entend par exemple dans la Genèse. Quand on dit, par exemple en hébreu, hein, je prends cette référence parce que je la connais, le Bereshit bara Elohim et, on dit au début les dieux créèrent et. Et on s'est posé la question de savoir mais qu'est-ce que c'est ce et? Eh bien c'est du aleph au tav, c'est-à-dire c'est de la première à la dernière lettre. Donc on peut dire que la première chose, c'est de créer cet alphabet. Et d'ailleurs c'est sans doute cette homophonie quand on dit au début était lettre. Est-ce qu'au début était lettre ou lettre? Alors vous allez voir que ça ne marche pas qu'en français. Par exemple, on parle en grec de l'alpha à l'oméga, c'est-à-dire du début à la fin. On parle par exemple sur un temple chinois, quand vous voyez un temple chinois, on voit un lion avec la gueule ouverte et un lion avec la gueule fermée qui fait ha, c'est-à-dire du premier au dernier son. Alors quand les alchimistes sont conscients de ça, ils se disent comment on va faire un livre qui contient tous les sons, et on a un alchimiste qui s'appelle Basile Valentin et qui fait le traité de l'azote. Et on se demande mais pourquoi ça s'appelle azote? Parce que A, Z, de la première à la dernière lettre. Alors quel rapport avec le plan? Le plan, finalement, il existe dans l'univers. C'est l'énergie résiduelle de l'univers. Normalement, si vous allez vous promener dans l'univers et qu'il n'y a rien, eh bien, le zéro absolu est de moins 273 degrés Celsius. Et il se trouve que c'est pas vrai. Si on mesure la température, on va être à moins 270. Ce qui veut dire qu'il y a 3 degrés résiduels. Vous allez dire que ces 3 degrés, c'est pas grand-chose, hein, mais chauffer l'univers avec ces 3 degrés, ça fait juste un peu d'énergie quand même. Le mystique va dire que c'est le premier cri.
Et on peut dire que la création, c'est l'agitation d'une globule. C'est la première ronde qui arrive. Et cette première ronde boucle sur elle-même, et à force de boucler sur elle-même, elle va se densifier dans ce qu'on appelle la matière. Et on pourrait imaginer que la brique initiale de la matière, c'est peut-être du rien qui bouge finalement. C'est de l'agitation, c'est du mouvement, c'est de l'énergie. Donc cette énergie, vous pouvez la voir aussi. Quand vous prenez un poste de télévision que vous branchez sur rien, il y a des pétillements partout sur l'écran. On dit que c'est des parasites. Ce n'est pas des parasites, c'est le mouvement brownien. Ça veut dire que c'est cette énergie qui se manifeste sur les écrans. Alors qu'ont fait les anciens? Cette énergie, ils ont dit, c'est la parole de Dieu. C'est la première vibration. Tout est né de ça. Alors on va essayer de travailler avec. Sauf qu'on n'est pas équipé pour l'entendre. Alors on l'a réduit jusqu'à ce qu'elle soit audible. Et c'est 1/22e de cette vibration initiale qui devient audible. Donc on a pris cette vibration initiale et on l'a coupée en 22 morceaux. Et ces 22 morceaux, c'est des phonèmes, c'est des sons. Et ce qu'on a fait, on a chanté ces sons sur du sable. Et quand on a chanté du son sur les sables, les formes qui ont été faites, c'est la création de l'alphabet hébraïque. Alors il y a d'autres alphabets sans doute qui ont été faits comme ça. Il y a deux manières d'expliquer les alphabets, d'un point de vue ésotérique et d'un point de vue exotérique. Le point de vue exotérique, on a dit par exemple le Aleph c'est une tête de vache, le Guimel c'est un chameau. Ça c'était pour expliquer aux gens. Mais quand on avait ces sons primordiaux, eh bien la manière de combiner ces sons primordiaux permet de créer de la matière. Et on ne s'y est pas trompé. Il y a un autre texte qui nous explique ça, c'est l'Arche de Noé. Parce que quand vous prenez l'histoire de l'Arche de Noé, il faut être extrêmement croyant ou extrêmement optimiste pour imaginer qu'on peut mettre tous les animaux de la création à l'intérieur d'une boîte qui fait 300 coudées, 30 coudées et 50 coudées. Alors ce qu'on a voulu nous expliquer, c'est pas du tout ça. Parce que si je prends ces trois valeurs numériques, vous savez qu'en hébreu, les chiffres et les lettres, c'est la même chose. Donc si je transpose maintenant les valeurs numériques en lettres, ça fait un lamed, un shin et un nun. Et quand je lis ça, ça fait lachon. Et qu'est-ce que ça veut dire lachon? Ça veut dire la langue. Mais la langue au sens de parler, au sens de posséder une langue. Donc c'est quoi l'arche? Qu'est-ce que contient l'arche? La langue contient le verbe, contient la vibration dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les textes à l'origine, c'est pas du tout marqué que c'est un bateau, c'est marqué que c'est une boîte. Et quand vous voyez des représentations de l'Arche de Noé, c'est une boîte sur un bateau. Alors, c'est quoi détruire le monde ou effacer le monde finalement, puisque on va dire que c'est le déluge? Eh bien, c'est retirer le verbe. C'est-à-dire, je retire le plan. Et quand je retire le plan, qu'est-ce qui reste? Il reste que ce qui est le plus fixe. Et ce qui reste le plus fixe, c'est le sel. Donc, dès qu'on a retiré le plan, eh bien, dans cette boîte était le plan et autour était du sel. Mais ce sel était agité. Donc imaginez une boîte au milieu d'un sel agité, combien de temps il a fallu pour qu'on dise que c'est un bateau au milieu de la mer? Alors ce qui est encore plus fort, c'est qu'en hébreu, on va utiliser des phonèmes pour pouvoir prononcer le verbe. Et c'est ça les couples qui rentrent à l'intérieur de l'arche. C'est comment prononcer le verbe. Et cette arche, c'est l'arc, c'est le lien qui fait entre le haut et le bas. Et en gros, on a voulu nous expliquer, vous pourrez avoir pouvoir sur la matière si vous êtes capable d'avoir la bonne langue, d'avoir le bon verbe. Et on a, à contrario, la tour de Babel, c'est-à-dire où la punition, c'est plus personne ne parle la même langue. Donc on ne peut plus rassembler. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont construit cette tour, eh bien, ont été dispersés en fonction des langues aux quatre coins du monde. Donc pour moi, la vibration initiale, ce fameux plan, c'est ça dont je parle. On peut, c'est le mercure finalement, c'est le spiritus, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de chaque chose, et le retirer désintègre la matière. Vous savez, il y a des expériences, on est entre nous, on peut en parler, hein, où on a des gens qui ont des combustions spontanées. Et c'est des faits avérés. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, il est dans son lit, et puis il est mort, et puis il a une jambe qui est complètement carbonisée. Mais sauf que ça n'a pas mis le feu au drap. Et on sait très bien que si on veut mettre un corps en combustion, c'est au moins 1200 degrés. Et si vous mettez un corps à 1200 degrés, il n'y a aucune chance que le drap ne soit pas touché, voire la pièce, voire la maison. Donc qu'est-ce qu'il a pu se passer? Pour une raison ou pour une autre, une partie du plan est partie.
Et évidemment, quand le plan est parti, il ne reste plus que la brique initiale de la matière. Et en chimie organique, eh bien, cette brique initiale de la matière, c'est du carbone. Donc on pourrait imaginer une carbonisation à froid. Parce que le feu n'est qu'une manière de retirer le plan. Mais il y en a plein d'autres. Alors pour nous, alchimistes, c'est ce qui est marqué, c'est christique, hein, puisque évidemment, on s'appuie sur des tas de textes, mais qui sont vrais ou pas, peu importe. Mais pour nous, le Christ, c'est le Christos c'est le cristal, et lui laisse passer la lumière sans résistance. Et dessus, c'est marqué le INRI. Jesus Nazareum Rex Iedoerum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais c'est pas ce qui nous intéresse, parce que nous, on va l'entendre autrement. Igne natura renovatur integra. Par le feu, la nature est retrouvée intacte. Et c'est bien ce qu'on fait, puisque quand on va carboniser quelque chose, c'est une manière de faire sortir le plan. Et quand on a fait sortir le plan, carboniser, c'est plus que brûler. Brûler, ça garde encore la forme. Par contre, quand on a carbonisé, il n'y a plus de forme du tout. Ça veut dire qu'on a été capable de séparer le plan de la matière. Et là, évidemment, se pose la question du verbe créateur. Si je prends un crayon dans la main et que je l'appelle crayon, tout le monde sait que c'est un crayon, mais c'est pas pour ça que j'en fais un autre. C'est pas pour ça que j'en crée un autre. Et pourtant, si c'est un crayon, c'est que dedans, il y a un plan de crayon. Si j'étais capable d'entendre ce plan, puisque c'est de l'information, et de le répéter, et bien au moment où je répète le plan, tout ce qu'il y a autour dans l'univers va venir se coaguler autour pour fabriquer un autre crayon. Et à ce moment-là, là, c'est un acte sacré. Et on revient d'ailleurs à l'alphabet sacré, on l'entend, si sacré, c'est sacré. On va donc utiliser ce verbe et ce plan pour créer les choses. Et c'est pourquoi l'alchimisme, mais pas seulement, nous on le sait, on en est parfaitement convaincus, qu'on a une interaction sur la matière. Parce qu'en réalité, on n'a aucune interaction sur la matière, mais on a une interaction sur le plan. Et quand on est capable de changer le plan, eh bien la matière, évidemment, va avoir tendance à suivre ce plan. On le voit par exemple, vous savez, quand je pense à Caruso, ce chanteur d'exception qui chantait devant un verre, et le verre explosait. Alors évidemment, c'est des sons qui passent à l'intérieur, mais la question c'est pourquoi le verre explose finalement. C'est un peu comme la même chose avec le sable sur l'enceinte acoustique, sauf que le verre est rigide. Donc en gros, le verre essaye de suivre le verbe, mais il n'y arrive pas. Alors il est obligé de se fractionner, de se transformer en poudre à l'extrême, et cette poudre suivrait le verbe pour refaire une autre forme. Alors c'est peut-être une leçon aussi pour nous humains, c'est que si on veut vraiment changer, il faut d'abord acquérir cette plasticité et perdre cette rigidité. Et c'est pour ça qu'on passera par l'œuvre au noir, qui est la décomposition, mais qui va nous permettre de nous recomposer après. Et la finalité, c'est de se dire on ne peut pas changer en restant pareil. Et quand on va faire quelque chose qu'on veut réarranger, eh bien avant, il va falloir le déranger. Et ça, évidemment, ça ne nous fait pas toujours plaisir. Bonjour à toute la présence. Je vous remercie pour votre longue haleine. Eh ben, la question que je vais poser, c'est... je veux dire que par opposition à notre monde dans lequel règne la colère... Je vous entends très mal, je comprends pas. Je dis que... Ça va, Céline? C'est OK? Ça va? Allez-y. Vous pouvez pas m'entendre jusqu'à présent? Oui? Allô? Oui, je vous écoute. Ça va? Bon. Je dis que par opposition à notre monde dans lequel il y a la rancune, il y a les guerres, il y a la colère qui s'augmente encore plus, la dépression, etc. Vous, en tant que un être qui a eu la chance de prendre la pierre philosophale, d'être illuminé, d'après vous, quels sont les moyens ou les procédures qui nous permettent de surmonter ces problèmes? Est-ce que, par exemple, la transformation à l'état de naissance dont vous avez parlé, que vous avez vécu à un certain moment, est-ce que la naissance de l'être humain aujourd'hui sera une naissance nécessaire, comme d'après quelques-uns qui adoptent pour votre pensée, disent que, par exemple, l'an 2012 est un an de transformation
énergétique radicale et qu'après 2012, le monde va réaliser des transformations radicales. Est-ce que c'est quelque chose de comme naturel ou fatal, ou bien c'est quelque chose qui nécessite des conditions politiques, économiques, etc., ou bien c'est quelque chose qui se fait sur le plan individuel et qui nécessite tout simplement un état de conscience à laquelle doit toute personne s'élever et par lequel il doit être alchimiste par lui-même. C'est-à-dire que l'objet de sa conscience ne peut pas être ce qui est objectif ou par exemple la vision scientifique objective du monde, mais l'objet de sa conscience et de son travail doit être le soi, la nécessité de s'élever par eux-mêmes, par lui-même, et que le travail en général doit être de bouche à bouche, c'est-à-dire par les rencontres individuelles. Est-ce que vous considérez que ce développement, c'est-à-dire qu'on doit faire plusieurs efforts, mais que ce développement soit nécessairement, à un certain moment, prochainement, doit être fait, ou plutôt il sera fait, sûrement. Alors il y a plein de choses qui m'a satisfait et je l'ai suivi, mais suivez le chemin qui vous rend heureux. Déjà, moi, une voie initiatique qui ne me rend pas heureux, j'ai pas envie de la suivre. 2000 ans de culpabilité, ça suffit. Donc l'idée, c'est de se libérer et pas de se mettre des charges encore plus lourdes sur le dos. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il semble que comme la création naît de l'agitation de l'immobile, le but du jeu, c'est de dissiper l'agitation pour retrouver l'immobilité finalement. C'est-à-dire retrouver l'acte de création du début. Si on imaginons la création, on ne sait pas comment ça commence, mais l'hydrogène se crée, qui vaut 1, et se combine ensuite dans une espèce d'immense forge cosmique pour faire des éléments de plus en plus lourds. Mais on peut imaginer que la décréation, c'est ces éléments qui se décomposent jusqu'à l'élément le plus simple et disparaître à son tour. Alors sans rentrer dans les détails, on peut imaginer que tout l'univers n'a qu'un seul but, c'est de perdre son agitation. Nous, y compris. Donc par conséquent, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que l'image est figée. Oui, c'est bien. Ça va, vous m'entendez? Oui. Voilà. Oui, on vous attend, on vous entend. 1, 2, 1, 2. On vous entend. Moi, je vois une image qui bouge toutes les 3 secondes. Ça va, continue. On vous entend très bien. Il y a un peu du vent. L'image est un peu... C'est pas grave, c'est moi. mais pour votre voix, on l'entend très bien. Parfait, parfait. Donc je continue. Ah, j'ai de l'écho. Là, j'ai toujours de l'écho. J'ai encore de l'écho. Voilà, c'est bon. Donc, cette idée, on va partir du principe que tout l'univers dissipe son agitation pour retrouver l'immobilité. Alors évidemment, l'homme aussi, nous aussi. C'est-à-dire qu'on est plein de soufre, cette souffrance, ce souffrance qu'on a à l'intérieur de soi. Et le but, c'est de trouver comment dissiper cette énergie surnuméraire. Si vous faites de l'agitation et que vous dissipez cette agitation, tout va bien. Mais si vous ne la dissipez pas, cette énergie, il va falloir en faire quelque chose. Et c'est là où les animaux ont un avantage sur nous, c'est que eux, ils sont dans un moment instantané. Si vous faites peur à un lapin, il part aujourd'hui, pas demain. Alors que si moi je vous dis quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez y penser pendant des jours. Et chaque jour, vous allez faire l'énergie de cette agression. Mais comme vous ne pouvez pas faire d'action avec, eh bien, elle va s'accumuler à l'intérieur de vous. Et elle va devenir pathogène, puisque évidemment, cette énergie, elle va se retourner contre vos propres organes, contre vous-même. Alors la question qu'on pourrait se poser, mais c'est comment s'en débarrasser? Alors c'est pour ça que je vous ai parlé des 7 nains de Blanche-Neige tout à l'heure, en vous disant que, eh bien, il faut transmuter justement une émotion en une autre. Par exemple, vous avez beaucoup de colère, eh bien, il faut mettre les mains dans la terre. C'est-à-dire, par exemple, c'est-à-dire construire quelque chose. Ne pas faire disparaître cette énergie parce qu'elle sert à quelque chose, mais pouvoir la retourner vers quelque chose, fabriquer quelque chose avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le souffle. C'est pas un hasard si le souffle et le soufre sont des mots aussi proches que ça.
Nous, quand on va avoir cette énergie surnuméraire, le premier réflexe qu'on a, c'est de le renvoyer à celui qu'on croit qu'il nous l'a fait faire. Par exemple, vous êtes en train de bricoler, eh bien, vous vous tapez sur le doigt. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jeter le marteau. Pourquoi vous allez jeter le marteau? Parce que ça vous a fait faire une souffrance et vous imaginez que c'est le marteau qui l'a fait. Ensuite, cette énergie, cette agitation. Dans notre monde, il n'y a que deux manières de dissiper l'énergie, thermique ou dynamique. C'est-à-dire ça chauffe ou ça bouge. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous êtes tapé sur le doigt, vous sautez partout en criant. Alors qu'en gros, c'est pas pour ça que votre doigt, il est plus réparé. Donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose, sauf que vous dissipez cette énergie. Donc la question, c'est comment on va dissiper cette énergie, et toutes les voies permettent de faire ça. Donc ça peut être des respirations, une manière de véhiculer ce soufre de l'intérieur vers l'extérieur, et vous remarquerez que l'énergie dans notre monde, s'il n'y a pas de résistance, circule d'une manière sinusoïdale, et on l'entend. Par exemple, quand vous pleurez, c'est quand vous rigolez, quand vous avez des spasmes, alors encore plus fort, cette énergie-là, on va essayer de se la refiler les uns les autres, puisqu'on ne veut pas travailler avec. Vous allez au spectacle, par exemple, et les gens qui étaient au théâtre, ils vous ont fait faire de l'émotion. Qu'est-ce que vous faites? À la fin, vous applaudissez. Mais applaudir, c'est bien la manière de renvoyer une énergie sinusoïdale vers les gens qui vous l'ont fait faire. Alors qu'est-ce qu'ils font, eux? Eh bien, ils saluent. Mais saluer, c'est bien une manière de renvoyer encore cette énergie, et jusqu'à ce qu'elle soit entièrement dissipée. Alors, tant qu'on le fait d'une manière mécanique, ça va, mais on peut le faire aussi d'une manière de manipulation, c'est ce qu'on appelle la culpabilité. Et la culpabilité, c'est comment refiler une énergie à quelqu'un alors qu'il n'en veut pas. Par exemple, vous avez une bonne copine ou un bon copain qui vous appelle, et pendant 2 heures, il vous raconte ses problèmes. Et quand il a fini, il vous dit « Ah, ça m'a fait du bien hein », puis il raccroche. Évidemment, toute cette énergie dont il vient de se libérer, ben, c'est vous qui l'avez maintenant. Et là, pas de chance, vous avez votre conjoint qui passe devant, ou votre conjointe, ou votre chien, ou autre chose, et c'est lui qui va prendre. Parce que cette énergie, il va bien falloir la dissiper. Et comme nous, on prend l'habitude que c'est un peu la patate chaude, et qu'on va le donner à quelqu'un d'autre, on va jouer sur cette culpabilité. Un autre exemple, une relation mère-fille. La mère, elle a plein de soufre, elle ne sait pas en quoi en faire. Ça tombe bien, elle a une fille sous la main. Et elle va donner ce soufre à cette fille. Et comment elle va faire? Elle peut se mettre en colère contre, mais elle peut aussi l'empêcher d'agir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la fille va vouloir faire quelque chose, eh bien la mère va lui dire « laisse, je vais le faire, tu sais pas ». Et la fille, elle a préparé cette énergie, elle ne peut pas l'utiliser. Donc cette énergie, au bout d'un moment, elle va se retourner contre elle. Elle va faire toutes les maladies rouges, des inflammations, des éruptions, des brûlures. Et si la fille n'en peut plus à un moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper les liens avec la mère. Et là, la mère, évidemment, maintenant, elle ne peut plus vider ses poubelles chez la fille. Donc ça ne va plus du tout, cette situation. Elle va essayer de raccrocher. Et pour ce faire, elle va lui dire, par exemple, ouais, hein, je peux bien mourir maintenant, tu t'en fous. Hein. Elle rajoutera, j'ai tout fait pour toi. Et vous entendrez ce soir, j'ai tout fait, au sens d'étouffer. C'est des mères poulpes, c'est pas des mères poules. Hein. C'est une manière, alors on fait ça avec tout le monde. Donc l'idée maintenant, on connaît le mécanisme, c'est quelle voie on va suivre pour pouvoir le dissiper. Et ça, il y en a plein. L'alchimie a été une voie, mais si vous apprenez à respirer correctement, par exemple, ça peut en être une autre. Il y a ce qu'on appelle la voie royale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut faire le grand œuvre par l'eau, on peut faire le grand œuvre par le feu, mais on peut le faire par rien, sans laboratoire, à l'intérieur de son propre corps. Et vous remarquerez qu'il y a des points spécifiques dans votre corps. Vous en avez un qui est à la gorge. Il y a le creux ici, à l'endroit où les clavicules reviennent. Juste au milieu, il y a un creux. Et quand vous appuyez dessus, vous allez sentir votre gorge se serre. Ça, c'est le point du soufre. C'est le point de l'émotion. Un peu plus bas, la pointe du sternum, index et majeur collés à la pointe du sternum, vous tournez légèrement à droite. Et légèrement à droite du plexus solaire, il y a un autre point qui est le point du mercure. C'est là où est l'esprit. D'ailleurs, c'est pour ça, quand on présente des divinités, c'est là où on met le cœur. On ne le met pas à gauche. Et enfin, vous avez le point du sel, le plus fixe, qui est le point du sacrum. C'est pas un hasard si cet endroit s'appelle comme ça, le sacrum. Donc maintenant que je sais où sont ces 3 points, eh ben, je vais faire la pierre philosophale à l'intérieur de moi. La première chose, c'est faire descendre mes émotions qui sont dans la gorge à l'intérieur du cœur. Ça veut dire comprendre ces émotions. Alors soit c'est intellectuel, soit je le fais mécaniquement.
Je peux évidemment pas vous le montrer ici, mais ça serait comme avaler du vide, avaler quelque chose qu'on a à l'intérieur de la gorge. Vous savez, quand vous avez des émotions, votre gorge se serre. Et on a tendance à vouloir avaler. Et là, on va faire des exercices qui vont permettre que ça descende au niveau du cœur. Et là, on va faire ce qu'on appelle une teinture. C'est-à-dire, on mélange l'esprit et l'émotion pour que l'un pacifie l'autre. Une fois que j'ai cette teinture, maintenant, il va falloir la purifier. Pour la purifier, je la fais descendre à l'intérieur de mon sacrum. C'est comme si je poussais mon cœur avec mes deux mains vers le bas. Et ça va descendre dans le sacrum. C'est bien de faire cet exercice quand on est assis par terre, pour que ça se dissipe à l'intérieur de la terre. Maintenant, cette teinture purifiée, ces deux natures, je vais les faire remonter à l'intérieur de mon cœur sur une inspiration. Donc j'inspire le sacrum à l'intérieur du cœur. Ensuite, je vais comprimer ça, c'est-à-dire je vais essayer de le ramener à un seul point. C'est comme si je tenais une balle au niveau du cœur et que j'essayais qu'elle devienne de plus en plus petite en la comprimant. Et quand elle est à son plus grand point de compression, alors j'écarte les bras et je lâche tout. Et là, ça fait une explosion silencieuse où ça dissipe justement tout ce qui vous empêche de vivre. Je répète l'exercice. 1 à la gorge, 2 au cœur, 3 mélanger les deux, 4 descendre au sacrum, 5 ramener au cœur, 6 comprimer, 7 déprimer. Et c'est ce qu'on appelle les 7 points de la maîtrise. Donc voilà une autre méthode. Mais je veux dire, il y en a autant que de traditions. On peut dire qu'il n'y a qu'une seule connaissance qui s'habille de cultures différentes. Et l'alchimie, pour moi, a été quelque chose qui a été satisfaisant. Mais je peux parfaitement comprendre que des gens suivent une autre voie. Il n'y en a pas une meilleure que d'autres. L'important, c'est de sortir de la prison. Et l'énergie. Pour l'alchimie, vous avez parlé de l'art. Vous avez dit tout à l'heure, l'alchimie c'est un art, c'est pas seulement un savoir ou une connaissance. Pour moi, l'alchimie c'est tout. C'est la philosophie, c'est la littérature, c'est l'art, c'est le savoir, c'est la chimie, c'est le physique, c'est tout. C'est tout l'univers. Et quand une personne parle devant moi de l'alchimie, c'est comme s'il parle de tout, de l'être humain, du monde. Et l'alchimie s'appelle le grand art. Voilà, le grand art, ça ne s'appelle pas la grande technique. Et oui. on va le retrouver partout, on va le retrouver dans tous les arts. On va le retrouver dans la peinture, on va le retrouver dans la sculpture, on va le retrouver dans la musique, on va le retrouver dans la littérature, on va le retrouver dans la cuisine, on va le retrouver quand un jardinier fait. Je veux dire, c'est des principes fondamentaux de création et de compréhension de l'univers. Alors quand on parle du yoga, c'est une autre culture. Et vous parliez du yoga, si je regarde les lettres qui composent, la première lettre c'est un Y. Et le Y c'est faire la synthèse. 2 en 1. Le O c'est le corps et l'esprit, c'est-à-dire le corps dans sa totalité. Le G c'est une spirale qui nous dit va chercher à l'intérieur des choses, la curiosité. Et le A, c'est comme un compas. Il représente l'esprit qui va s'ouvrir. Ben, si je lis le mot yoga comme ça, même si ça ne veut pas dire ça dans la langue, ça veut dire trouve la règle qui va te permettre de faire la synthèse à l'intérieur de ton corps et ton esprit. Donc évidemment que ça va fonctionner. Alors ce qui est intéressant aussi avec la langue des oiseaux, c'est que ça s'affranchit des langues. C'est la musique qui va nous permettre de comprendre des choses. Et il y a un autre mot que j'aime bien faire, vous allez voir, ça va nous détendre, c'est le mot mort. Et quand je dis être mort, c'est pas grave, puisque c'est l'âme or, finalement, l'âme or, on la voit sortir du corps. Et quand je regarde le mot mort, il s'écrit M-O-R-T. Regardez la lettre M, c'est une femme qui accouche, c'est la création, la mère. Et derrière, on a le O, qui est le corps et l'esprit, mais qui est l'élément O aussi, on l'entend, le O et l'eau. Ensuite, on a l'air, qui est l'air, et le T de la terre. Donc, mort, il ne reste plus que l'eau, l'air et la terre. Et le feu a disparu. Le feu, d'ailleurs, c'est celui qui l'est. Puisque quand quelqu'un est mort, on dit les feux. Et c'est sans doute pour ça qu'ici, il s'éteint. Vous voyez, ça nous donne d'autres clés. Et ce qui est extrêmement amusant, c'est que ces clés, on va les retrouver dans des principes alchimiques, tous les modes d'emploi et tous les livres d'alchimie sont écrits dans la langue des oiseaux. Alors, pour la question, est-ce qu'on peut changer le monde par l'alchimie ? La question, c'est est-ce qu'on peut changer le monde ? La réponse, c'est non. Oui, bonsoir Patrick. Est-ce que vous avez un livre à nous recommander? Parce que c'est beau toutes ces paroles, mais ça s'envole et j'aimerais bien lire.
des écrits. Alors, vous voulez, il y a un livre, Moi, je vous recommande, parmi ces livres, je vous recommande L'Alchimiste raconte. Voilà, Voilà, c'est vrai. ouais. J'écris ce livre, L'Alchimiste raconte. Et j'ai du retour. Je me rends compte. Voilà. Et, je m'entends toujours pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc pourquoi? Parce que c'est pas un livre d'alchimie, mais c'est un livre justement où je raconte toutes mes Voilà, expériences. c'est une autobiographie. C'est pourquoi, comment je suis devenu alchimiste, les expériences que j'ai vécues, et je parle justement de la description de l'univers, de mon point de vue, et comment en sortir. Donc c'est pour moi un livre important, parce que ça me permet de répondre d'une manière simple à des questions qui ne le sont pas. Donc évidemment, je vous le recommande, parce que j'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que j'ai eu à l'écrire. Et puis autrement, il y a des livres d'alchimie, mais en sachant que c'est souvent extrêmement complexe, parce que les livres d'alchimie ne sont pas là pour nous expliquer quelque chose, mais ils sont là pour nous mettre dans un état particulier. Et ce qui veut dire que quand on va commencer à lire de vrais livres d'alchimie, on ne va rien comprendre du tout. Mais alors, du tout. Si on veut vraiment se remettre dans l'ambiance aussi, il faut lire les livres de contes. Tous les contes de Grimm vont nous donner des clés. Et il faut relire par exemple Rabelais. Rabelais dit, page 4 de son premier livre, « Seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre mes textes ». Donc ça veut dire qu'il a caché des choses à l'intérieur. Donc voilà quelques exemples qui me viennent à l'esprit comme ça spontanément. Et il est vrai que pour comprendre un petit peu de l'alchimie, un seul livre, ça ne suffirait jamais. Hein. Voilà. Ah, voilà. Je voulais lui demander si... Ouais. Alors, je vous repose une question. Est-ce que tout ce cheminement vous a amené à pratiquer la trame? Pardon? Est-ce que tout ce cheminement que vous venez de nous raconter, dire... Je vous entends très mal. Alors, je colle comme ça, c'est bon? Oui, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Non, oui, je vous entends. Il y a un retour. Est-ce que tout ce cheminement que vous venez de nous rapporter vous a amené à pratiquer la trame, cette thérapie? Comment je l'ai créé ou comment je l'ai pratiqué? Oui, J'entends oui. un mot sur deux, donc j'imagine que... Mais comment oui, vous avez été amené à la pratiquer? Ce qui m'a amené à la trame, c'est le travail. Pour votre langue haleine, la question que je veux poser, quelles sont les questions qui songent être posées par la présence et qui ne sont pas posées, tout simplement? Mais justement, c'est à l'intérieur de la prison. Mais dès que vous sortez, vous n'en avez plus. C'est pas du dépit, c'est juste que c'est plus nécessaire. Voilà, c'est bien pour finir. Voilà, donc je vous remercie vivement pour votre présence et je vous remercie Patrick pour avoir accepté l'invitation d'avoir ce partage avec notre public et j'espère que ce sera vraiment voilà, que l'année prochaine vous serez physiquement avec nous lors de la deuxième édition du symposium qui se déroulera en mois de mars. D'accord? Écoutez, je vais faire tout mon possible. Ouais, d'accord. Ok. Merci. Merci à vous. Merci à vous.